All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Retour à la normale pour le Calling All Devs avec une première question pour John Crew. Qu'est-ce qui est prévu pour améliorer le 600i? Ils ont constaté des problèmes de l'allocation de l'énergie et ils ont déjà commencé à corriger ça. Le 600i étant un vaisseau de taille moyenne, les développeurs l'avaient équipé de générateurs d'énergie et de boucliers de la même taille. Ça marchait sur le papier mais pas du tout en vrai, donc ils ont augmenté la taille de ses composants. Pour ce qui est de l'emplacement des armes, ils savent que c'est pas idéal, mais ça sera pas facile et rapide à changer maintenant que c'est fait. Pour l'intérieur du 600i, certains joueurs le trouvent trop vide, mais c'est un choix artistique, donc ça changera sûrement pas. Enfin, une refonte du 600i est déjà envisagée, mais après la sortie du 890 Jump du même constructeur. Seconde question, toujours pour lui, quand est-ce que les missiles vont enfin marcher correctement? Ils savent qu'ils doivent corriger certains problèmes sur les missiles, mais ils veulent aussi complètement revoir leur fonctionnement. Pour commencer, ils en avaient parlé récemment, ils vont refaire les missiles conformément au système d'Item 2.0 pour pouvoir leur donner plus de fonctionnalités. Ensuite, ils veulent que leur utilisation soit moins simpliste, qu'on ait un peu plus à faire que de spammer bêtement le bouton d'envoi de missiles. Mais aussi que cette utilisation réponde plus à des besoins tactiques. Au lieu de tout balancer sur une cible sans se poser plus de questions que ça, ils aimeraient qu'on ait à réfléchir à quel type de missile utiliser, sur quelle cible, à quel moment du combat, et surtout développer des mécaniques de contre-mesure un peu plus poussées. Ils sont en train de développer un système de contrôle de vol pour les missiles, similaire à ce qu'on a sur les vaisseaux, avec les complications supplémentaires que les missiles vont beaucoup plus vite et doivent suivre des cibles en mouvement. Et ils ont encore et toujours des bugs récurrents où les missiles heurtent leur cible, rebondissent et tournent en boucle autour pendant plusieurs dizaines de secondes. Troisième question pour Rob Reiniger, est-ce qu'il prévoit de mettre des icônes pour identifier plus facilement les destinations en saut quantique? Oui, c'est prévu et pas que pour ça d'ailleurs. Sur la Star Map, on aura des icônes pour distinguer bien plus de choses sur les points d'intérêt, comme la présence de certaines enseignes ou de stations-service. Pareil pour les vaisseaux à équipage, ils aimeraient qu'on puisse distinguer plus facilement le rôle de chaque siège et ça se fera avec des icônes, mais ils ont pas dit où. Dernière question, quand est-ce qu'on aura des possibilités d'achat directement auprès des PNJ? Ils donnent pas de date, mais ils travaillent déjà dessus. La problématique étant de trouver comment afficher la liste d'achats possibles si celle-ci est trop longue. Ils ne savent pas s'ils afficheront ça avec le système de réponse classique ou avec un menu spécialement créé à cet effet. Dans un premier temps, ça servira simplement à commander à un comptoir de bar, et plus tard, ça servira pour l'interaction avec des PNJ ayant des choses pas très légales à vendre. Le lore post de mardi était la newsletter de Chubbin Interstellar, l'entreprise du jeu spécialisée dans le minage. Rien de très intéressant à part un paragraphe sur le fait que l'entreprise travaille sur un simulateur afin d'entraîner ses équipages de salariés dans différents scénarios de missions de minage. Ça avait déjà été abordé dans la newsletter précédente, donc c'est certainement un indice sur le fait que l'Arena Commander aura peut-être un jour des missions d'entraînement au minage. Jeudi, l'émission Around the Verse présentait timidement les derniers progrès de la mise à jour 3.3. Mais avant ça, ils ont salué l'organisation hispanophone Tri-Eyes, la communauté française et en particulier le youtubeur Terada pour avoir organisé des sessions de jeu avec plusieurs dizaines de joueurs. Les liens sont dans la description et n'hésitez pas à aller voir, il y a de très belles images. Au niveau des environnements, pas grand chose cette semaine, hormis une première démonstration du vent sur le biome pollué de Hearthstone. Concernant le minage, ils continuent de faire comme ils avaient prévu, à savoir développer le minage pour les astéroïdes dans l'espace. Ça sera plus dur qu'à la surface des astres, car en cas d'explosion, les débris pourront s'éparpiller dans l'espace. L'équipe QA est en train de tester la technologie FOIP et clairement, vu les tests, ça doit être l'équipe QA qui s'amuse le plus dans l'industrie du jeu vidéo. La principale difficulté actuellement, c'est la reconnaissance faciale qui a encore du mal avec les lunettes, les barbes et les couleurs de peau différentes. Et à côté de ça, en parallèle, le studio Turbulente de Montréal travaille sur la VOIP. Côté audio, on les a vus enregistrer quelques effets sonores, on a pu entendre le son d'un futur fusil à plasma, mais surtout voir pour la première fois les Vandouls à pied en jeu en train d'utiliser leurs armes. Enfin, côté animation, ils sont en train de rendre leur transition plus fluide lors du franchissement d'obstacles, et on a vu une démonstration de leur système d'animation procédurale qui leur permet de réaliser beaucoup d'animations de transport d'objets sans avoir à toutes les faire une par une. Vendredi, on a eu droit à un épisode de Reverse the Verse avec Chris Roberts qui pense même à apparaître dans cette émission chaque mois. Il est pas vraiment content des mécaniques de dogfight actuelles, il aimerait que la physique soit plus réaliste, que les vaisseaux soient moins agiles et capables de tourner beaucoup moins vite. Il aimerait aussi que les vaisseaux aient des comportements de vol bien plus personnalisés, avec par exemple des vaisseaux Xi'an qui seront bien meilleurs pour strafer. Ils sont en train de créer une nouvelle version du système de contrôle de vol des vaisseaux qui sera bien plus soumis à une physique réaliste, au vent et à l'aérodynamisme. Et il se comportera aussi différemment en fonction de l'allocation de la puissance du vaisseau. Donc un joueur très investi pourra essayer d'en maîtriser toutes les subtilités et s'il y arrive, ça lui donnera peut-être un avantage en dogfight.
La mise à jour 3.3 qui devait sortir à la fin du mois de septembre sortira finalement le 10 octobre pendant la CitizenCon. Sortir une mise à jour durant un événement promotionnel fera bien plus d'effet que sortir cette mise à jour 10 jours avant. Et en termes de gestion du travail à faire, c'est beaucoup plus facile pour eux d'avoir une grosse deadline que 2 à 10 jours d'intervalle. C'est aussi pour ça que les émissions d'Around the Verse durent moins longtemps depuis quelques temps, car en plus de la 3.3, les développeurs travaillent activement sur la présentation de la CitizenCon. Et du coup, ça sera pareil pour toutes les années à venir. Les troisièmes mises à jour de l'année, les mises à jour de septembre, deviendront des mises à jour de début octobre. Ils comptent d'ailleurs pas lâcher le modèle de sortie trimestrielle qui semble convenir à tout le monde, aussi bien aux joueurs qu'aux développeurs qu'aux managers. Et du coup, ce décalage affectera légèrement le contenu de la sortie 3.4, qui ne sortira certainement pas fin décembre, mais avant les vacances de Noël. Ils assument complètement que les troisièmes mises à jour de chaque année seront les plus conséquentes et que les premières et dernières seront plus légères à cause du décalage des troisièmes mises à jour, des vacances de Noël et de la reprise après les vacances de Noël. La location de vaisseaux est prévue pour la 3.3, mais ils disent ça pour chaque mise à jour depuis la 3.0, donc comptez pas trop là-dessus. Hearthstone aura des mers et des lacs, mais il n'est pas prévu qu'on puisse interagir avec. La notion de nage et de flottabilité des vaisseaux sont prévues, mais vraiment pas pour tout de suite. Les armures lourdes et les casques auront beaucoup d'inconvénients comme une visibilité réduite, l'impossibilité de piloter avec, une réduction de stamina, une détérioration accélérée de l'hygiène corporelle, une accélération de la soif et de la fatigue, etc. L'idée, c'est de faire en sorte que les joueurs ne soient pas constamment en train de porter les armures et les casques les plus performants pour que la population en jeu ait l'air de se comporter de façon vraisemblable. Et ça sera aussi ce genre de mécanique qui fera que vous serez pas forcément parfaitement équipé de façon optimale quand des ennuis vous tomberont dessus. On a eu droit à une petite démonstration d'un prototype des mécaniques de décompression qui pour l'instant ne s'active que quand la porte d'un vaisseau est totalement ouverte. Enfin, il n'y a pas eu de roadmap cette semaine car ils l'ont pas fini et la roadmap de Squadron 42 c'est comme d'habitude toujours en chantier sans aucune date. Par contre, il est écrit dans le rapport mensuel du mois de juillet que le bind culling est terminé, ce qui est une très bonne nouvelle pour les performances si c'est le cas. Dans la semaine, on a eu une nouvelle qui a pas fait plaisir à la communauté. Au cas où vous ne le sauriez pas, un des éléments sur lequel CIG compte pour financer le suivi de Star Citizen sur le long terme, c'est la vente de crédits UEC aux joueurs contre de l'argent réel. Et on peut déjà en acheter avec une limite journalière de 25 000 crédits. Ça permettra de prendre un petit raccourci pour ceux qui ont une situation financière suffisamment stable pour se faire plaisir en matière de budget PC et jeux vidéo, mais qui n'ont pas le temps de jouer autant qu'ils le voudraient. Et vu la moyenne d'âge de la communauté Star Citizen, ce genre de profil va se retrouver assez souvent, donc ça peut être adapté à certains joueurs. Après, personnellement, je ne me suis jamais investi dans un MMO, donc je suis clairement pas le mieux placé pour vous dire en quoi ça serait une très mauvaise idée. Du coup là-dessus, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, vous êtes certainement plus expérimenté que moi en matière de MMO. Toujours est-il que, en plus de cette limite de 25 000 crédits achetables par jour, il y avait un plafond de 150 000 crédits UEC qu'on ne pouvait pas dépasser. Et durant la semaine dernière, des joueurs se sont aperçus qu'en fait ce plafond de 150 000 crédits n'existait plus. Concrètement, aujourd'hui, rien n'empêche un joueur d'acheter 25 000 crédits par jour jusqu'à la sortie de la version 1.0 du jeu où l'utilisation des crédits UEC entrera en vigueur. Et le jour de la sortie de la 1.0 de Star Citizen, est-ce qu'il n'y aura pas un risque que certains joueurs fortunés parviennent à détruire le plaisir de jeu de ceux qui ne sont pas passés à la caisse ? Il est prévu que 90% des personnages qu'on rencontrera dans le jeu seront des PNJ. Les joueurs ne constitueront que 10% de la population de l'univers du jeu. Vu le nombre de fonctionnalités prévues, sur les 10% de joueurs que vous rencontrerez en jeu, la plupart ne seront pas forcément intéressés par ouvrir le feu sur tout ce qui bouge, mais par faire des missions, des courses, profiter des fonctionnalités de leur vaisseau pour s'amuser avec certaines mécaniques de gameplay et pratiquer certains métiers. Et si à la sortie de la 1.0, dans l'immensité du terrain de jeu, vous tombiez quand même sur une équipe de joueurs humains mieux équipés que vous pour le dogfight, il faudrait qu'ils soient hostiles, et il est plus probable que ça soit une équipe de joueurs qui a progressé de façon classique, qu'une équipe de 20 joueurs s'étant payé 5 Idris avec 3 Super Hornets chacun, avec tout l'équipement upgradé au maximum et un équipage de PNJ d'élite, le tout grâce à une fortune amassée depuis des années. Et même si ça devait arriver avec une équipe de joueurs extrêmement toxique qui aurait décidé de pourrir tous les autres joueurs, quitte à claquer en quelques jours les centaines ou milliers d'euros d'UEC qu'ils auraient accumulés pendant des années, l'épuisement de leur fortune et les représailles des autorités, des organisations de joueurs et des MJ auraient tôt fait de les calmer. Quand on parle d'achat de crédit in-game dans un jeu, beaucoup de joueurs se disent instantanément que ça va transformer le jeu en question en pay to win, avec ceux qui payent qui poutrent tout le monde et ceux qui payent pas qui se font rouler dessus. La population in-game de Star Citizen sera composée à 90% de PNJ et beaucoup des métiers du jeu ne consisteront pas à tuer les autres. Beaucoup de joueurs se serviront de ces achats de crédit pour obtenir plus rapidement et facilement de quoi mener des activités qui leur plaisent et qui ne consisteront pas forcément à vous tuer, comme acheter un plus gros vaisseau de transport ou de quoi agrandir une base terrestre par exemple. Ces achats ne seront pas forcément synonymes de victoire de leur part et de défaite pour ceux qui ne passeront pas à la caisse. Et si jamais vous deviez quand même tomber dans l'immensité de l'espace et au milieu de dizaines de milliers de PNJ sur un joueur fortuné qui fait chauffer la carte bleue avec comme objectif de pratiquer du PVP bien cruel, le temps que cet événement arrive, il est probable que vous soyez aussi bien équipé que lui, peut-être même plus expérimenté et que ce soit vous le vainqueur.
Donc oui, il est possible que le jour de la sortie de la 1.0 de Star Citizen, il y ait des joueurs mal intentionnés qui tentent de marquer l'événement en se faisant remarquer, en tirant à vue sur tout ce qui bouge avec de l'équipement lourd grâce à une fortune accumulée depuis des années. Mais ça rendra probablement pas le jeu injouable, encore moins pour toute la communauté et pas pour très longtemps. Et à plus long terme, oui, il est possible que Jean-Michel Mastercard essaie de profiter de son pouvoir d'achat pour ruiner votre plaisir de jeu, mais le risque sera très mince. En réalité, les vrais problèmes sont ailleurs, à une échelle beaucoup plus grande que celle d'un cockpit, et ça, certains membres sur Reddit l'ont très bien compris. La suppression de ce plafond bien avant la sortie de la 1.0, où les crédits UEC entreront en vigueur, va permettre à certains joueurs prêts à dépenser une fortune dans Star Citizen d'amasser de grosses quantités de crédits UEC. Et je vous apprends sûrement rien en vous disant que des joueurs prêts à dépenser une fortune dans Star Citizen, ce qu'on appelle des baleines, il y en a pas mal. Et une fois la 1.0 disponible, les crédits UEC entreront en vigueur, toute l'économie sera équilibrée en fonction de l'offre et de la demande, et il n'y aura plus de réinitialisation des comptes bancaires à chaque sortie de patch. Et il n'est pas impossible que certains joueurs aient acquis tellement de crédits UEC au fil des années durant l'alpha que leurs actions dérégulent totalement le marché. Qu'est-ce qui se passera si un joueur riche à millions décide d'acheter tout le platine disponible dans l'univers ? Comme la demande aura augmenté, logiquement les prix augmenteront aussi. Est-ce qu'on risque pas de se retrouver avec des prix beaucoup trop élevés pour des joueurs lambda ? Et pire encore, qu'est-ce qui se passera si plusieurs joueurs fortunés se concertent pour mener ce genre de choses, afin de tenter de totalement déréguler l'économie du jeu dès le premier jour ? Vu les histoires qu'on entend sur EVE Online et sur certaines de ces guildes qui sont intéressées par Star Citizen, ça serait pas étonnant de voir des joueurs tenter de rentrer dans l'histoire du jeu de cette façon. A l'inverse, il est aussi possible qu'il y ait aucune inflation avec des prix qui augmenteront peu ou pas du tout parce que les actions sur le marché des 90% de PNJ compenseront d'une certaine manière ce qu'ont fait les 10% de joueurs. Mais là encore, ça posera un problème puisque des prix bas et fixes tout le temps signifieront un pouvoir d'achat énorme et jamais amoindri pour des joueurs fortunés qui pourront acheter tout ce qu'ils veulent et construire à long terme des organisations très influentes. Aussi, ces crédits UEC, rien n'empêche des baleines d'en acheter plein, mais rien n'empêche CIG de complètement revoir à la baisse leur valeur d'ici leur mise en circulation, par souci d'équilibrage. Et ça ferait évidemment énormément rager ces baleines qui auraient acheté plein de crédits pour une fortune alors qu'ils ne valent plus rien, et énerver des baleines, c'est jamais bon pour les revenus d'un jeu. Ensuite, malheureusement, se pose en plus de ça comme question l'état de la santé financière de CIG. Supprimer le plafond de crédit UEC achetable pendant la période d'alpha, c'est comme proposer à la vente des terrains sur des planètes contre de l'argent réel alors que cette mécanique ne sera pas disponible avant de nombreuses années. Je vois pas ce qu'on pourrait reprocher à quelqu'un qui penserait sincèrement que c'est un signe qu'ils ont besoin de plus d'argent et plus vite. Et si CIG décide de faire tomber une barrière comme un plafond de crédit achetable contre de l'argent réel, c'est légitime de se demander jusqu'où ça peut aller. Est-ce qu'on va pas finir par pouvoir payer des voyages rapides ? Ou pouvoir récupérer son vaisseau plus vite auprès d'une assurance en payant ? Ou obtenir le nouveau vaisseau de Aegis 2 semaines avant tout le monde en payant aussi ? Enfin, pour finir, il est clair que ce genre d'affaires nuit encore plus à la réputation de CIG qui est déjà sacrément bien entachée. Il est possible que ça soit de l'incompétence en matière de communication et de relations publiques, et c'est ce que beaucoup de gens pensent. Mais un autre point de vue intéressant est de dire qu'en fait CIG se fout complètement de sa réputation et mise sur le fait qu'ils seront pardonnés quand ils auront enfin fait tout ce que les joueurs attendaient d'eux. C'est risqué, mais récemment ça a marché pour No Man's Sky. En tout cas, Chris Roberts a répondu à la communauté à ce sujet dans la dernière newsletter, et voilà ce qu'il dit. Début de citation. Vu que certains joueurs n'ont pas de problème à l'idée d'amasser des dizaines de vaisseaux, mais en ont quand même quand un joueur risquerait d'amasser plus de 150 000 crédits, je pense qu'il est temps de réexpliquer un peu le modèle économique de Star Citizen. Développer et maintenir un jeu comme Star Citizen coûte cher. Depuis le premier jour du projet, nous avons été clairs sur le fait que nous ne voulons pas d'abonnement pour notre jeu et que nous comptons sur les achats en jeu pour assurer le financement du développement et de la maintenance. Pour que l'argent ne soit pas un facteur de progression, notre principe est que tout ce qui pourra s'acheter avec de l'argent réel pourra s'acheter en jeu avec de l'argent virtuel. Il y a deux types de ressources que les joueurs pourront utiliser pour rendre Star Citizen meilleur, le temps et l'argent. Un joueur qui a beaucoup de temps et qui a seulement financé le jeu avec un pack de base aide à sa façon en donnant des retours et en aidant les nouveaux joueurs. A l'inverse, si un joueur a une famille, un boulot à plein temps et seulement quelques heures de jeu par semaine, où est le problème s'il veut prendre un raccourci de temps en utilisant de l'argent ? Ce joueur aide au développement du jeu, ce qui bénéficie à tout le monde. Les mêmes vaisseaux pourront être obtenus par un joueur qui n'aura pas dépensé d'argent, mais qui aura beaucoup joué et son temps de jeu le rendra peut-être même meilleur. Nous ne voulons pénaliser personne et nous voulons que tout le monde s'amuse. Les joueurs ne devraient pas se sentir désavantagés parce qu'ils ont plus ou moins de temps ou d'argent. Cette approche est celle que j'ai proposée pour Star Citizen car c'est celle que je préfère. Je n'aime pas les abonnements et je déteste quand des éléments du jeu sont bloqués derrière un paiement. Mais en tant que joueur qui n'a pas 20 heures de libre par semaine pour jouer, j'apprécie d'accélérer un peu les choses en payant un petit extra. Certains joueurs sont inquiets du désavantage que cela pourrait causer en jeu quand la version 1.0 sortira, c'est un débat récurrent sur les forums, mais ça ne m'inquiète pas car je sais comment le jeu sera et comment il sera conçu. Il y aura toujours des joueurs qui auront plus que d'autres parce qu'ils ont dépensé plus ou payé plus, parce que les joueurs ne commencent pas tous à jouer au même moment et ne jouent pas tous au même rythme, c'est dans la nature même des MMO persistants. Star Citizen n'est pas une course vers le sommet où il ne peut en rester qu'un façon Highlander, c'est un bac à sable qui n'a pas de fin ni de victoire à la clé, il sera fait aussi bien pour les joueurs PVP que PVE,
que pour les joueurs solitaires ou en guilde, peu importe leur objectif, qu'ils soient plutôt orientés exploration, business ou affrontement. Le jeu ne propose pas qu'un seul chemin à emprunter, tout comme il ne propose pas qu'une seule façon de s'amuser. Ce concept peut paraître étrange pour une majorité de joueurs qui jouent à une majorité de jeux où la fin de partie est soit une victoire, soit une défaite, mais Star Citizen n'est pas un jeu comme les autres. C'est un univers persistant qui vous permet d'avoir une vie virtuelle dans un contexte futuriste. Vous gagnez en vous amusant et la source d'amusement varie selon les joueurs. Fin de citation. Pas sûr que cette réponse arrive à calmer les inquiétudes d'une partie de la communauté, au contraire, ça risque même de les accentuer. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire une vidéo la semaine prochaine, donc je vous dis pas forcément à dimanche prochain, mais d'ici là, portez-vous bien citoyens.